Et si je te dis que le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde n'avait même pas prévu de devenir footballeur? Et si je te dis qu'à un âge où les autres rêvent déjà de la Bundesliga, lui jouait encore en 7ème division devant 20 personnes et sur un terrain qui ressemblait plus à un champ qu'à une pelouse? Ce gars n'a rien d'ordinaire, il est vraiment exceptionnel. Dans un football où tout le monde cherche à gagner par n'importe quel moyen, lui faisait exactement l'inverse. Un jour, il a demandé à un arbitre d'annuler son but car il a touché le ballon de la main, même si son équipe avait besoin de ce but. Un autre jour, on lui a accordé un penalty, mais il est allé voir l'arbitre pour lui demander de l'annuler car il n'y avait pas faute, alors qu'il pourrait marquer, faire grimper ses stats et devenir le héros de son équipe. Alors comment un charpentier, humble et très honnête, est-il devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde? T'es pas prêt pour la suite, parce que cette histoire ne ressemble à aucune de celles que t'as déjà entendues sur un footballeur. Voici l'histoire incroyable de Miroslav Klose. Miroslav Klose est l'une des légendes les plus étranges du football. Une superstar qui n'a jamais agi comme une superstar. Quand les fans pensent à lui, ils ne pensent pas à la technique, aux tatouages, aux voitures ou aux polémiques. Ils pensent à un homme discret qui marquait les plus grands buts dans le plus grand tournoi du monde, puis célébrait toujours avec le même salto humble. Et la vérité, c'est que c'était vraiment ce qu'il était. Pour la plupart des attaquants, la grandeur est quelque chose de bruyant. Le su de Ronaldo, l'arrogance d'Ibrahimovic ou les danses de Neymar. Mais Klose n'était rien de tout ça. La grandeur chez lui semblait douce, presque timide, comme s'il n'était pas sûr de la mériter. Si tu ne connaissais pas son histoire, tu pourrais croire qu'il est né pour ces moments-là. Un prodige naturel, un enfant doré, un élu. Mais la réalité, c'est que son ascension n'a rien eu de glamour. Miroslav Klose est né à Opole, en Pologne. Son père, Joseph, était un footballeur germano-polonais. Sa mère, Barbara, jouait au handball pour l'équipe nationale polonaise. Le sport coulait dans la famille. Mais malgré ça, Klose n'avait aucun intérêt pour le football. En 1986, quand Klose avait 8 ans, la famille a quitté la Pologne pour l'Allemagne de l'Ouest, dans une petite ville appelée Kusel. Il a rejoint son père sans parler un mot d'allemand. Il connaissait juste 2 mots, Ja et Danke. Tu imagines bien, il était timide, silencieux et souvent isolé. Ses camarades se moquaient de son accent. Les professeurs n'attendaient rien de lui. Il n'avait pas d'amis. Il se fondait dans le décor et pendant longtemps, on a cru qu'il y resterait. Jusqu'au jour où il a commencé à jouer au football. Le football, pour lui, c'était juste l'endroit où il se sentait bien. Le seul endroit où personne ne jugeait son accent, son visage ou son passé. Klose a rejoint un minuscule club local, le SG Blaubach Didelkopf. Il jouait en 7ème division allemande, un championnat où le terrain est bosselé, où le public est composé de parents et où la moitié de l'équipe arrive directement du boulot. Klose s'est intégré parfaitement, parce qu'il était comme eux. Il n'avait rien de spécial, pas de flair, pas de hype, pas d'attention. C'était juste Miro, le gars poli qui courait sans compter et écoutait encore plus. Mais comme sa famille avait besoin d'argent, il s'est formé pour un vrai métier, charpentier. Pendant que d'autres futurs cracks grandissaient dans des académies, Klose passait ses journées à poncer des portes et à construire des meubles de cuisine. Ses mains étaient calleuses bien avant qu'elles ne soient célébrées. Le football était pour lui juste un passe-temps qu'il pratiquait après le travail. À 20 ans, il était encore amateur. À cet âge-là, les futurs grands étaient déjà professionnels. Klose, lui, était encore charpentier. Pas d'agent, pas d'académie, pas de scout qui se battait pour lui. Même ses coéquipiers à FC Hambourg plaisantaient en disant qu'il ne deviendrait jamais pro parce qu'il était trop gentil. Il ne jurait pas, ne se battait pas, ne contestait pas les arbitres, il ne criait jamais pour demander un ballon. Il venait, il travaillait plus que tout le monde, il serrait la main de chacun et il rentrait chez lui. C'était sa vie, calme, disciplinée et presque invisible. Mais parfois à l'entraînement, il faisait des choses qui ne faisaient aucun sens. Un centre arrivait et Klose s'élevait plus haut que tout le monde, comme si la gravité l'oubliait pendant une seconde. Ses têtes étaient propres, puissantes, parfaitement synchronisées. Des moments qui faisaient tourner les têtes. Des moments qui laissaient deviner qu'il n'était peut-être pas destiné à rester dans l'ombre. Klose ne le savait pas encore, mais il était sur le point d'être découvert. Et ce jour-là, sa vie entière et l'histoire de la Coupe du Monde allaient complètement changer. Pour la plupart des joueurs, être repéré arrive au sommet de leur parcours de jeune. Pour Miroslav Klose, à 20 ans, il jouait encore en amateur à Hambourg FC et partageait ses journées entre les outils de menuiserie et les entraînements du soir. Mais un jour, en 1999, pendant un petit match amateur de Hambourg, un recruteur de Kaiserslautern est passé par là. Pas pour Klose,
Pas pour repérer un talent, juste parce qu'il se trouvait dans la région. Quand le match a commencé, ses yeux se sont vite tournés vers un attaquant grand et mince, le numéro 11, celui qui ne semblait même pas appartenir à ce niveau. Klose ne driblait personne, il ne faisait rien d'impressionnant, il faisait juste une chose, encore et encore. Il plaçait parfaitement sa tête. Un vrai renard de surface, un finisseur qui vivait dans la surface et tuait chaque ballon qui traînait. Le recruteur n'a rien dit, il a juste observé, puis il s'est tourné vers l'entraîneur et a posé la question qui a tout changé. C'est qui lui? La réponse l'a laissé bouche bée. Ça c'est Miro, il est charpentier. Quelques semaines plus tard, Klose, qui n'avait jamais mis un pied dans une académie professionnelle, a été invité à s'entraîner avec l'équipe première du FC Kaiserslautern. C'est là que le conte de fées a commencé. En un instant, Klose, à peine âgé de 21 ans, se retrouvait en Bundesliga. À Kaiserslautern, le rythme, le physique, l'intensité, tout était à un autre niveau. Autour de lui, les joueurs avaient plus de 10 ans de formation de haut niveau. Klose, lui, avait son passé de charpentier. Au début, il avait l'air perdu. Il est arrivé avec une seule paire de crampons, aucun agent et aucune idée de comment fonctionnait le football pro. Mais un truc chez lui frappait tout le monde. Son humilité. Son humilité est devenue de la faim. Et sa faim est devenue une obsession. Il arrivait en avance, restait après tout le monde, répétait ses têtes jusqu'à ce que les coachs lui disent d'arrêter. Il s'entraînait comme un homme qui voulait rattraper toutes les années perdues. Et petit à petit, contre toute logique, il a commencé à monter. En avril 2000, il a joué son premier match de Bundesliga. Incroyable quand on sait qu'un an et demi plus tôt, il construisait encore des cuisines. La saison suivante, il a explosé. En Bundesliga, 2001-2002, il a inscrit 16 buts, à 2 buts seulement du titre de meilleur buteur. L'Allemagne n'en revenait pas. Un inconnu total, un joueur arrivé tard qui d'un coup marquait contre les plus grands clubs du pays. Mais ce n'était pas juste les buts, c'était sa manière de marquer. Son jeu de tête était délirant. Les défenseurs sautaient, Klose lui s'élevait. Il frappait de la tête comme d'autres frappent des reprises de volée. Les commentateurs ont commencé à dire qu'il était le meilleur jeu de tête d'Europe. L'équipe nationale évidemment a remarqué. En mars 2001, à peine 2 ans après sa découverte, Miroslav Klose a reçu 2 appels complètement improbables, la sélection polonaise et la sélection allemande. Le sélectionneur polonais, Jerzy Engel, est même venu en Allemagne pour convaincre Klose de jouer pour la Pologne. Mais Klose a simplement répondu « J'ai un passeport allemand, et si les choses continuent comme ça, j'ai une chance de jouer pour Rudi Völler ». Et il avait raison. Presque au même moment, l'Allemagne l'a appelé. Et juste comme ça, il est passé de charpentier à international en moins de temps qu'il n'en faut à certains joueurs pour sortir d'un centre de formation. C'était incroyable. Mais Klose ne faisait que commencer. Quand Miroslav Klose a enfilé le maillot de l'Allemagne pour la première fois, rien chez lui ne ressemblait à un attaquant de sélection nationale. Il est arrivé au rassemblement comme il l'avait toujours fait. Épaule rentrée, petit signe de tête poli, regard vers le sol, presque désolé de prendre la place. Les coachs avaient des joueurs avec de plus grandes réputations, de meilleurs CV, des personnalités plus fortes. Klose, lui, n'était pas là pour impressionner. Il était là juste pour bosser. Mais le football a une manière étrange de reconnaître ceux qui ne demandent rien. Sa première sélection a eu lieu le 24 mars 2001, lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2002 contre l'Albanie. À la 73e minute, le sélectionneur Rudi Völler l'a fait entrer en jeu. Et à 2 minutes de la fin, Klose a marqué de la tête le but de la victoire, dans un succès 2-1 pour l'Allemagne. Puis l'a célébré avec un salto avant. C'était son premier match. Et déjà, toute l'Allemagne venait de découvrir Miroslav Klose. 4 jours plus tard, pour son deuxième match, Klose a encore frappé. L'Allemagne jouait un match crucial. Et il est entré à la 67e minute. À la 82e, il a marqué. Résultat, victoire 3-2 contre la Grèce. Et déjà 2 buts décisifs en seulement 33 minutes passées sur le terrain. Puis sont arrivés les matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Contre Israël, triplé. Contre l'Autriche, triplé. En quelques semaines, il n'était plus le charpentier qui a eu sa chance. Il était devenu le titulaire évident de l'Allemagne pour le mondial qui arrivait. La Coupe du Monde 2002 est arrivée. Et Miroslav Klose, un homme qui travaillait encore comme charpentier 3 ans plus tôt, venait d'entrer dans le plus grand tournoi du football. Dès le premier match, il a planté un triplé, uniquement de la tête, puis une autre tête contre l'Irlande, encore une contre le Cameroun. Résultat, pour sa première grande compétition, il termine 2e meilleur buteur du tournoi avec 5 buts. 5 buts, tous de la tête, 3 ans seulement après avoir joué en 5e division avec le FC Hambourg. Il devenait même le premier joueur de toute l'histoire de la Coupe du Monde à marquer 5 buts de la tête dans une seule édition. L'Allemagne ira ensuite en finale, mais perdra contre le Brésil.
Mais ce qui a vraiment distingué Klose, ce n'était pas les buts, c'était l'homme qui les marquait. Miroslav Klose était tout simplement un attaquant gentleman, comme l'appelaient les journaux allemands. Un avant-centre qui ne mentait pas, ne criait pas, ne trichait pas, ne cherchait pas le drame. Un joueur dont le calme, sous pression, frôlait l'irréel. Quand d'autres se jetaient pour obtenir un penalty, lui corrigeait les arbitres quand ils avaient tort. Et en 2005, lorsqu'il a obtenu un penalty avec le Werder Brême, il a dit à l'arbitre qu'il n'y avait pas faute. L'arbitre a annulé le penalty. Le stade entier s'est levé pour l'applaudir. En 2006, quand il a marqué contre la Pologne, son pays de naissance, il a refusé de célébrer, par respect. Même dans les moments où d'autres auraient perdu le contrôle, lui restait calme. À la Coupe du Monde 2010, quand il a été expulsé à tort, il n'a même pas protesté. Il a simplement quitté le terrain avec la même dignité tranquille qu'il avait partout où il allait. Mais ne te trompe pas, derrière toute cette humilité, il y avait un monstre de régularité. Ce charpentier dont personne ne parlait allait un jour dépasser tous les grands renards des surfaces allemandes. Gerd Müller, Uwe Seeler, Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff et même son propre sélectionneur, Rudi Völler. En 2004, Miroslav Klose avait déjà prouvé qu'il était bien plus qu'un joueur arrivé tard. Il était fiable, discipliné et vraiment efficace. Et on ne le considérait pas encore comme un joueur mondial. Pas à ce niveau-là. Après 19 buts en 2 saisons de Bundesliga, il décroche un transfert à 5 millions vers le Werder Brême, l'équipe qui venait de faire le doublé. Brême n'était pas le Bayern ou Dortmund, mais c'était l'endroit parfait pour lui. Une équipe organisée, soudée et obsédée par l'efficacité. Klose s'est adapté immédiatement. 15 buts pour sa première saison. Brême finit 3e. Du solide, mais rien de spectaculaire. Rien qui hurle superstar. Puis arrive la saison 2005-2006. Et là, Klose explose complètement. 31 buts en 40 matchs. Des buts, des passes décisives, du jeu en pivot, de la créativité. Tout marchait. La meilleure saison de toute sa carrière en club. Et pour lui, le timing était parfait. L'Allemagne s'apprêtait à accueillir la Coupe du Monde 2006. Mais il y avait aussi quelque chose d'encore plus important dans ce timing. Quelque chose qui dépassait totalement Klose. L'Allemagne, comme nation de football, s'était effondrée. Humiliation à l'Euro 2000, re-humiliation à l'Euro 2004, 2 éliminations dès la phase de groupe. Les Allemands étaient en colère et la fédération paniquait. Alors ils ont décidé de tout casser. Ils ont reconstruit entièrement. Nouvelles académies, nouvelles licences d'entraîneurs, investissement massif dans le football de base, nouvelles méthodes, nouvelles idées, nouvelle identité. Une Allemagne fondée sur l'énergie, la discipline et la formation. Et de cette révolution est sortie une nouvelle génération. Lahm, Schweinsteiger, Mertesacker, Podolski et au sommet de cette génération, un leader improbable. Miroslav Klose, le charpentier qui refusait d'arrêter de marquer. À la Coupe du Monde 2006, l'Allemagne avait besoin d'un héros. Elle a eu Klose. D'abord un doublé contre le Costa Rica, puis un doublé contre l'Équateur, puis l'égalisation contre l'Argentine à la 80e minute. Un but qui a électrisé tout le pays. Encore une fois, il a inscrit 5 buts. Mais cette fois, il a remporté le soulier d'or. 10 buts en Coupe du Monde en seulement 14 matchs. Ces buts n'étaient pas des gestes acrobatiques ou des chefs-d'œuvre techniques. C'était de la géométrie. Timing parfait. Déplacement parfait. Instinct parfait. L'Allemagne a chuté en demi-finale, mais Klose, lui, n'a rien perdu. Il a quitté ce mondial comme le symbole de la renaissance allemande, l'ancrage fiable d'une nouvelle génération. Mais alors que Klose sortait de cette Coupe du Monde comme un héros, comme les meilleurs buteurs du tournoi, comme un attaquant que toute l'Europe craignait, la suite de sa carrière n'a pas été glorieuse. La suite était censée être le pas naturel vers le sommet, sauf que cette décision-là allait le briser. Après son explosion à la Coupe du Monde 2006, tout semblait logique. Le Werder Brême devenait trop petit pour lui. L'Allemagne venait de le redécouvrir. L'Europe commençait à le regarder différemment. Et en 2007, le Bayern Munich est venu frapper à sa porte. Pour Klose, c'était le sommet naturel. Le plus grand club du pays, un vestiaire rempli d'ambition et l'idée que son calme et sa rigueur allaient parfaitement s'intégrer. Et au début, tout allait bien. Il marque dès ses premiers matchs, enchaîne les titularisations et devient rapidement un joueur important dans le système du Bayern. Sur ces 4 saisons, il dispute plus de 150 matchs, participe à 2 titres de Bundesliga, une Coupe d'Allemagne et atteint la finale de la Ligue des Champions en 2010. Mais même avec ces trophées, sa carrière bavaroise reste étrange. Il marquait oui, mais beaucoup moins qu'à Brême. 53 buts et 27 passes décisives en tout. Entre les blessures, la concurrence et une place qui n'était jamais totalement la sienne, Klose a doucement glissé vers le banc.
il n'a jamais été une star du Bayern. Jamais la priorité, jamais le premier nom sur la feuille. Pourtant, même dans l'ombre, il a laissé une empreinte discrète. Des buts importants, un travail défensif que peu d'attaquants faisaient et un comportement irréprochable dans un club où la pression écrase parfois les plus grands. Mais à Munich, il n'était plus le joueur qu'il voulait être. Moins influent, moins utilisé et moins dangereux. Le Bayern l'avait respecté, mais pas construit autour de lui. Après 4 saisons, l'histoire est devenue claire. Klose n'était plus central dans le projet. Il glissait doucement hors du 11 de départ, comme une page qu'on tourne sans faire de bruit. Enfin, le Bayern n'a jamais vraiment été chez lui. Quand Miroslav Klose a quitté le Bayern Munich, son histoire était censée être terminée. 33 ans, à une blessure de la retraite, plus vraiment titulaire, plus vraiment craint. Son départ a été discret, presque invisible, exactement comme son arrivée dans le football, sans bruit. Mais puis, l'adieu est arrivé. Rome l'a accueilli comme le football le fait rarement pour les attaquants vieillissants. Il n'est pas arrivé comme une star, il n'est pas arrivé comme un sauveur, il est arrivé comme un travailleur. Et Rome a toujours compris les travailleurs. En Italie, il s'est passé quelque chose d'étrange. Il a revécu. Il a marqué pour ses débuts. Il a marqué dans le derby della Capitale à la 93e minute. Il a marqué avec la sérénité d'un homme qui n'a plus rien à prouver, mais encore tout à donner. Mais le moment qu'il a défini est arrivé un soir tranquille à Naples. Contre le Napoli, un corner arrive dans la surface. Klose saute, touche le ballon et ça finit au fond. L'addio célèbre. L'arbitre valide, mais Klose marche vers lui, lève la main et avoue qu'il a marqué de la main. Le but est annulé. Les supporters napolitains se lèvent et l'applaudissent. Dans le football moderne, dans un monde de simulation, de temps gagné, de débats et de drames, Miroslav Klose était seul. Un attaquant dont la réputation ne reposait pas seulement sur les buts, mais sur la droiture. Ces années à la Lazio ont été pleines de moments comme celui-là. Le match à 5 buts contre Bologne, les courses interminables à 35, 36, 37 ans, les tests physiques qui stupéfiaient le staff, avec des chiffres comparables à ceux de joueurs 10 ans plus jeunes. Et sa vie modeste, intacte malgré la célébrité, petite voiture, course au supermarché en solitaire, aucune marque de luxe, aucun spectacle. Ses coéquipiers plaisantaient. On dirait un amateur qui est juste trop fort pour être amateur. Mais tout ça, son renouveau, sa longévité, sa dignité tranquille, l'amenaient vers un dernier chapitre. Un chapitre que personne ne pensait qu'il atteindrait un jour. Brésil 2014, sa 4e Coupe du Monde, sa dernière chance. Il n'était plus titulaire, le temps avait pris cette place-là. L'Allemagne l'avait amené non pas pour la lumière, mais pour un record. Le record que personne n'était censé dépasser. Les 15 buts de Ronaldo en Coupe du Monde. Contre le Ghana, en phase de groupe, l'Allemagne est menée. Joachim Löw se tourne vers le banc et appelle son vétéran, Klose. 76 secondes après être entré, il marque son 15e, à égalité avec Ronaldo. Mais il n'avait pas fini. Puis arrive la nuit qui a secoué le football mondial. Brésil-Allemagne, à Belo Horizonte. Ronaldo dans les tribunes, un pays qui tremble. À la 23e minute, Müller centre un ballon devant le but. Klose arrive, frappe. Julio César la sort. Mais Klose ne s'arrête pas. Il se jette sur le ballon et le pousse au fond. 16 buts en Coupe du Monde. Le record est à lui. Un charpentier de 7e division au sommet de la Coupe du Monde. L'Allemagne gagne la demi-finale, 7-1 puis la finale. Et quand Mario Götze marque le but du titre, c'est Klose qui le remplace. Le vieux guerrier qui laisse sa place au nouveau. Un mois plus tard, Klose prend sa retraite internationale. 16 buts en Coupe du Monde, 4 mondiaux, 2 finales. Un champion, une légende forgée non pas par le talent, mais par l'humilité. Un homme entré dans le football en silence et qui l'a quitté comme une légende allemande.